La Cour constitutionnelle du Zimbabwe rend ce vendredi un verdict très attendu sur la requête en annulation de l'élection du président Mnangagwa déposée par l'opposition. Leur arrêt est attendu à partir de 12h GMT. En Ouganda, le tribunal militaire de Goulou a renoncé à des poursuites contre Robert Kyagulanyi. Le chanteur devenu député était poursuivi pour possession illégale d'armes à feu. À Hawaï, les habitants multipliaient les préparatifs avant l'arrivée du puissant ouragan Lane. La tempête s'était hissée jusqu'à la catégorie maximale de 5 sur l'échelle Saffir-Simpson avec des vents violents. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de préférer Sika pour vous informer au Zimbabwe. La Cour constitutionnelle rend ce vendredi un verdict très attendu sur la requête en annulation de l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa déposée par l'opposition qui accuse le gouvernement de fraude et de manipulation. La plus haute instance judiciaire du pays peut exiger un recomptage des voix ou ordonner simplement un nouveau scrutin. Mais selon la plupart des observateurs, ces 9 sages devraient plutôt valider les résultats du premier scrutin organisé depuis la chute de Robert Mugabe il y a pratiquement 8 mois. Leur arrêt est attendu ce jour à partir de 14h, soit 12h. GMT, Sika suit de près cette actualité pour vous. En Ouganda, le tribunal militaire de Goulou, dans le nord du pays, a renoncé à des poursuites contre Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine. Alors, le chanteur devenu député était poursuivi pour possession illégale d'armes à feu, mais il a été à nouveau arrêté et emmené devant un tribunal civil qui a ordonné sa détention jusqu'à la prochaine audience prévu le 30 août 2018. Le chanteur et député ougandais Bobi Wine a été inculpé jeudi pour trahison par un tribunal civil. C'était peu après qu'une cour martiale eut abandonné les accusations de possession illégale d'armes à feu à son encontre. Le tribunal de Goulou a décidé de le maintenir en détention jusqu'au 30 août, date à laquelle il comparaîtra pour trahison. Il sera alors en compagnie de 34 autres personnes inculpées pour le même motif la semaine dernière. Auparavant, toujours à Goulou, le tribunal militaire présidé par le général Andrew Guti avait renoncé à des poursuites pour possession illégale d'armes au motif que le chanteur devenu député devait répondre de l'accusation plus grave de trahison. Ce dernier avait été arrêté le 14 août à Arua, où il était venu soutenir le candidat de son parti à une élection législative partielle. Il avait été inculpé par ce même tribunal militaire 2 jours plus tard. Selon la police, 2 armes à feu avaient été retrouvées dans la chambre d'hôtel de Bobi Wine à Arua. La possession illégale d'armes à feu est un délit passible de corruption devant la justice militaire selon la loi ougandaise. Bobi Wine, 36 ans, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Yoweri Museveni depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017. Au Ghana, l'ex-président John Mahama a annoncé ce jeudi sa candidature pour représenter le Congrès national démocratique, le CND, parti de l'opposition à la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. Il a fait cette annonce sur sa page Facebook. Mahama a annoncé ce jeudi sur sa page Facebook avoir soumis une lettre au secrétaire général du Congrès national démocratique pour briguer la direction du parti à la prochaine élection présidentielle en 2020. L'ex-président ghanéen dit avoir le devoir envers Dieu et son pays de ramener son parti au pouvoir pour redresser les torts du passé et mettre fin au mécontentement actuel du peuple. Âgé de 59 ans, il a promis de porter le Ghana plus haut en modernisant la société et en dynamisant une économie délabrée. L'ancien président devrait disputer la tête du NDC avec au moins 4 autres candidats aux primaires du parti prévues entre octobre et novembre prochain. John Mahama avait été élu président en 2012, mais n'a pas été reconduit à son poste en 2016 face à Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique. Il avait perdu l'élection en raison de sa mauvaise gestion économique et des allégations de corruption.
Le Ghana, réputé pour sa bonne gouvernance, est l'une des économies les plus dynamiques en Afrique en 2018, alimentée par une augmentation de la production de pétrole et de gaz. En Afrique du Sud, le gouvernement s'est offusqué ce jeudi d'un tweet de Donald Trump qui s'inquiète des saisies de terres et des fermes dans le pays. Occasion pour Pretoria de défendre l'approche prudente et en même temps inclusive de son projet controversé de réforme agraire. Reportage. De ces tweets quotidiens, le président américain a écrit mercredi soir qu'il avait chargé son secrétaire d'État Mike Pompeo de se pencher sur le dossier de la terre et des meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain a promptement réagi au tweet de Donald Trump. Pretoria, qui a demandé des clarifications à Washington, rejette totalement cette vision étroite qui, selon lui, ne vise qu'à diviser la nation et à lui rappeler son passé colonial. L'Afrique du Sud dit vouloir accélérer le rythme de la réforme d'une façon plutôt prudente et inclusive qui ne divise pas la nation. Aujourd'hui, la minorité blanche, qui représente 8% de la population d'Afrique du Sud, possède 112% des fermes contre 4% seulement pour les Noirs, qui représentent 80% de la population. Pour mettre fin à ces déséquilibres, Cyril Ramaphosa a notamment décidé d'exproprier des grands fermiers sans les dédommager. À l'approche des prochaines élections générales en 2019, le chef de l'État sud-africain a promis d'accélérer la réforme de la terre afin de réparer cette injustice historique commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid. En République démocratique du Congo, le bilan de la 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola est passé à 61 morts. C'est l'annonce faite jeudi par le ministère congolais de la Santé qui a également annoncé l'utilisation de 4 nouvelles molécules pour combattre le mal. La Direction générale de lutte contre Ebola a enregistré un total de 61 morts, soit 34 décès parmi les cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 parmi les cas probables. Les autorités font également état d'un total de 103 cas en date du 22 août. Le ministère de la Santé a également indiqué que le comité éthique a approuvé l'utilisation de 4 molécules thérapeutiques expérimentales pour le traitement des personnes infectées par la maladie. Ces nouvelles molécules viennent s'ajouter à une 5e, le MAB 114, utilisée depuis le 11 août 2018 et qui a permis d'obtenir des résultats encourageants selon le ministère de la Santé. Outre le traitement, 2179 personnes ont été vaccinées dans la région de Béni. Les autorités sanitaires estiment à plus de 7000 la quantité de vaccins acheminés sur place. Le gouvernement congolais a tenu mercredi un conseil des ministres exclusivement consacré à l'épidémie. Le compte-rendu de cette réunion, dirigé par le président Joseph Kabila en personne, indique que le budget de la riposte s'élève à 43 millions de dollars. Après la fête, place donc à l'ordre. Plus de 2 millions de pèlerins ont été de passage dans la région de la Mecque. À présent, l'Arabie Saoudite est confrontée à un véritable défi environnemental. Des milliers d'employés de nettoyage s'affairent à séparer des bouteilles en plastique du reste des détritus. Le camp de Mamounia est parsemé de barils de différentes couleurs, noirs pour les déchets organiques et bleus pour les canettes et les bouteilles ou sacs en plastique. Ce dans le cadre d'une initiative pour réduire l'empreinte écologique du Hajj. Selon le responsable de l'assainissement à la municipalité de la Mecque, plus de 42 000 tonnes de déchets sont produites pendant le pèlerinage annuel musulman. Nous faisons face à de grands défis et des difficultés. Les plus importants sont l'existence en grande quantité de déchets produits par les pèlerins, à cause du manque d'espace des lieux saints, du climat des différentes nationalités et du nombre important de personnes et de leurs déplacements. La saison du Hajj de l'an passé a produit 42 000 tonnes de déchets. Si l'on compare avec d'autres événements, c'est 35 fois plus que n'importe quel autre. La religion musulmane n'encourage ni l'excès ni l'extrême. Il faut préserver les dons de Dieu. On doit trouver une initiative pour motiver les gens. Ici, si l'on met ces déchets solides dans les poubelles bleues, nous les collectons à la fin du Hajj. Et après, nous les emmenons dans des usines de recyclage pour en tirer un revenu. Ce revenu est destiné à des œuvres de charité et donc chaque pèlerin aura effectué une aumône en jetant ses déchets dans la poubelle.
Les déchets collectés et triés sur les lieux du pèlerinage seront vendus à des entreprises qui s'occupent du recyclage. Plus de 13 000 agents et superviseurs ont été embauchés par les services d'assainissement pour la période du pèlerinage qui a vu les températures atteindre 44 degrés Celsius. On parle toujours environnement à Hawaï. Les habitants multipliaient les préparatifs avant l'arrivée du puissant ouragan Lane. La tempête s'était hissée jusqu'à la catégorie maximale de 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents soufflant à jusqu'à 260 km/h. Les îles hawaïennes restent vulnérables tandis que l'ouragan Lane passe au sud de la grande île de Hawaï. C'est ce qu'a indiqué le Centre national des ouragans du Pacifique. Pour l'Agence fédérale des situations d'urgence, la question n'est pas de savoir si les Hawaïens vont être touchés ou non, mais de se préparer au pire. Même s'il s'est un peu essoufflé, l'ouragan reste susceptible de déverser des pluies torrentielles sur l'archipel jusqu'à 50 cm et de provoquer inondations et glissements de terrain. L'œil de l'ouragan devrait aller très près ou même au-dessus des principales îles de Hawaï entre jeudi et samedi, selon le service météorologique national qui s'attend à ce que les vents se réduisent dans les prochains jours. Le cœur des ouragans atteint rarement les terres à Hawaï. Hawaï avait déjà été menacé en août par un ouragan d'envergure. Hector, qui a atteint la catégorie 4, est finalement passé bien au large de la grande île, mais a néanmoins provoqué de grosses vagues sur une partie des côtes. On parle à présent sport. On retrouve donc Johannes Toan dans un instant. Johannes Toan, bonjour. Quand je viens maintenant, bonjour. Le barrage a été donc... on a du moins démarré les barrages pour ce qui concerne ce qu'on peut appeler la petite coupe d'Europe, les résultats des différentes confrontations. Tout à fait. Manche aller des barrages de la Ligue Europa. Le Celtic a été tenu en échec sur le terrain des Lituaniens de Sūduva. Un but partout, score final. Le FC Séville est allé s'imposer 1-0 en République tchèque face au Sigma Olomouc. Le Zénith, lui, a fait honneur à son statut en disposant de Molde 3-1, tout comme l'Olympiakos qui a disposé de Burnley 3-1. Également dans les autres rencontres de la soirée, Beşiktaş et le Partizan Belgrade se sont neutralisés un but partout, tandis que Bordeaux n'a pas trouvé la faille en Belgique face à la Gantoise, 0 but partout. Les Luxembourgeois du F91 d'Udelange peuvent rêver d'une première participation à la phase de poule après leur succès devant le CFR Cluj, 2-0. Il faut noter que les clubs qualifiés à l'issue des matchs retour le 30 août prochain accéderont aux phases de groupe de la C3. Ils connaîtront l'identité de leurs adversaires lors du tirage au sort prévu le 31 août à Monaco. C'était donc l'essentiel des gros matchs, des grosses affiches donc de la soirée d'hier. Il y avait en tout une vingtaine de matchs. Nous vous épargnons donc du reste. Alors, il y a un bleu qui quitte la Turquie. Il s'agit bien sûr de Gomis. Tout à fait, comme prévu. Vous allez le voir sur les images. Bafétimbi Gomis quitte la Turquie et Galatasaray pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Sa nouvelle formation a officialisé la nouvelle ce jeudi soir sur les réseaux sociaux. Il a paraphé un contrat de 2 ans plus une année en option, destination exotique donc pour l'ex-Panthère verte. Alors, une révolution se prépare également du côté du Bénin pour la Fédération béninoise de football. Il y a un renouvellement en vue. Tout à fait. Quand je viens maintenant, l'élection aura lieu demain, 25 août. Est-ce que c'est une élection? Ce n'est pas forcément le cas, mais il faut respecter, je crois, les statuts de la Fédération béninoise de football. Donc, il y aura probablement vote, mais c'est un vote similé puisqu'il n'y a qu'une seule liste encore en lice pour briguer donc ce fauteuil-là ou ces fauteuils-là de dirigeants de la Fédération béninoise de football. Une équipe conduite par Mathurin de Chacus qui sera donc installé officiellement président de la Fédération béninoise de football. Est-ce que vous y voyez une chance pour le décollage du football au Bénin? Tout à fait, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, de personnages qui étaient éternels. Aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus, ou du moins officiellement,
candidat à ces postes de responsabilité comme poste de président. Donc, c'est une nouvelle tête, forcément une autre manière de manager, une autre manière de diriger. Et donc, pourquoi pas l'onction, puisque visiblement, le nouveau président qui sera installé semble avoir l'onction de l'appareil étatique. Il y aura forcément donc, je dirais, une accointance. Que le Curon donc roule au Bénin, un pays fan du football, et chaque Ligue des Champions le démontre, mesdames, messieurs, chaque fois. Alors, c'est donc tout pour cette édition sportive. Et donc, on vous retrouve à l'instant à nous lundi prochain pour d'autres actualités et surtout faire le bilan de cette élection que vous voyez déjà, en tout cas, gagner d'avance parce qu'une seule liste en compétition. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information sur Sika et ses différents sites se poursuit. Restez donc à notre compagnie. Au revoir.